Bienvenue à Hôtel Central. On reçoit Pascal Parent, Geneviève Parent et David Nadeau pour parler de sexualité. Bienvenue à Hôtel Central. À défaut d'être nus nous-mêmes, je vous avise qu'on partage un vin nu. C'est le nom du vin, le vin nu. C'est une petite coquetterie en référence au fait que c'est un vin extrêmement naturel. Il n'y a pas eu d'additifs et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, parlant de normalité, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui est normal ou pas normal en sexualité, ou même est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'on peut dire. Tu as une pratique professionnelle en sexologie. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Oui, on fait de la pratique privée comme un psychologue ou n'importe quel autre professionnel qui fait de la pratique privée. Mon titre, c'est sexologue psychothérapeute, donc c'est un peu, on fait de la pratique privée. Ça pourrait être fait au public, mais il y a vraiment moins de professionnels au public. Pas Oui, il y en a. moi, là. Mais, mettons, mon oncle, là, lui, il pense que t'es devenu sexologue parce que t'es cochonne. Ah oui, ça, c'est un bon classique à dire. Là. On les entend tous, ceux-là, puis je pense que moi, j'aime répondre que s'il y a des commentaires comme ça, ben, c'est que mon métier a encore lieu d'être. Clairement! Faut éduquer C'est les bien gens. dit. Ouais. Puis quand tu dis que ton métier a encore plus d'intérêt, il y a vraiment une raison d'être, c'est parce que, c'est quoi, au fond, être sexologue au quotidien? C'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Bien, sexologue, il y a plusieurs volets à la sexologie. C'est un ordre professionnel depuis 2015, donc il y a le volet bachelier, qui vont faire plus d'éducation, de la promotion, former les gens pour faire l'éducation à la sexualité, tandis que le volet plus clinique, il va avoir soit faire de la pratique privée, on va recevoir des gens qui ont des questionnements au niveau de leur identité, problématiques sexuelles, déficience érectile, il va y avoir anorgasmie. Tu sais, les thèmes sont larges, ça peut être autant en individuel qu'en couple. Donc ça, c'est un peu le modèle clinique. Sinon, tu as toute la recherche là, qui vont étudier en long, en large, l'histoire de la sexologie. Ils vont voir... les sujets sont infinis. Là. Fait que les gens viennent te voir pour vraiment différentes problématiques ou situations. Puis ce que je comprends, là, ce que tu disais, c'est qu'on peut aller voir un sexologue ou une sexologue quand on est en couple. Oui, la normalité, c'est quelque chose qu'on gère au quotidien, je pense, quand on travaille en sexologie, parce qu'on veut être rassuré. Est-ce que combien de relations sexuelles je dois avoir dans une semaine dans mon couple? C'est-tu normal d'avoir mal? C'est-tu normal que ça dure pas 2 heures? C'est-tu normal que j'ai pas envie de temps en temps, que le désir fluctue? Tout devient une question de normalité. Fait qu'il faut déjà juste enlever cette anxiété-là de voir se conforme à quelque chose qui est normal ou anormal. Là. Pour moi, ça n'existe pas. Si j'ai un couple qui vient dans mon bureau, par exemple, puis qui ont une relation sexuelle une fois par 6 mois, mais que les deux partenaires sont super satisfaits de ça, ils n'ont pas d'affaires dans mon bureau. Est-ce que tu as l'impression, par rapport à ce que tu as étudié puis à ce que tu vois dans la réalité, qu'il y a une évolution, que l'être humain, ou du moins ici dans le quotidien, les gens vivent leur sexualité d'une façon différente de ce que c'était il y a quelques années? Je pense que ça a toujours été difficile de vivre sa sexualité pleinement à travers les années. C'était tellement caché, ça a été tellement tabou que c'est dur d'être, je pense, 100% épanoui puis à l'aise dans toute la sexualité au complet, qui n'est pas juste le sexe, relation sexuelle, mais dans l'intimité, l'érotisme, la séduction. Fait que je pense que je vois que tout le monde a des difficultés. C'est la sphère la plus intime de l'individu pour moi. Fait que de travailler avec les gens dans cette sphère-là, c'est un privilège, mais ça fait face à plein d'enjeux profonds. Oui, c'est ça. Je parlais de différence à une certaine époque puis à notre époque. Je disais ça parce que je sais que toi, tu as vécu professionnellement des expériences qui sont quand même difficiles, j'imagine, parce qu'on parlait de consentement tout à l'heure. Parle-nous un peu de ce que tu as fait par rapport à... Bien, peut-être que, en fait, mon travail, j'ai travaillé 8 ans au Calax.
je pense qu'on a développé au CALAX une analyse sociale, en fait, de la sexualité. Le CALAX qui est... Qui est le centre, ouais, c'est bon ça, le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Et c'est ça, on a plus un bagage en travail social, fait que la lecture qu'on fait, c'est sûr qu'on fait l'accompagnement aussi individuel, là, les filles en font, mais je pense qu'on a développé aussi ce qui est important dans le travail qu'il a fait au CALAX, c'est vraiment l'analyse sociale de la sexualité, puis des mouvements aussi qu'il y a eu durant les dernières années, le discours aussi qu'on a par rapport à ça, comment qu'on fait de la prévention, comment qu'on parle de consentement, comment qu'on parle de sexualité avec les femmes. C'est bon, ça. Consentement, là, c'est le mot magique. Là, c'est comme une prise de conscience. Ça a toujours existé, pourtant, et étonnamment, je veux dire, c'est quelque chose auquel... c'est pas un nouveau mot, je veux dire, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais pourtant... Là, on est confronté à une réalité, c'est que finalement, on ne le comprenait peut-être pas de la bonne façon. J'aimerais ça t'entendre sur la façon dont c'était compris par les femmes, justement. Évidemment, là, on s'entend dans des situations particulières, mais n'empêche... Bien, la notion de consentement, tu sais, mettons, je prends mon expérience personnelle, là, quand on était à l'école, tu sais, quand on parlait de la sexualité des femmes, c'était prévention, juste prévention, agression sexuelle, tu sais, faites attention, puis l'espèce de pédophiles qui se promènent dans les rues puis qui vous offrent des suçons, là, tu sais. C'est ça. Fait que là, tu sais, il y a quand même, ça a changé un peu, là, tu sais, le discours au niveau de la prévention. Puis là, on a tranquillement abordé plus que la personne, souvent, qui va agresser, c'est souvent... au CALAX, en tout cas, c'était soit un conjoint ou de l'inceste. C'est vraiment les deux agressions qu'on voit. C'est quelqu'un qui est connu de la victime. Là. C'est ça. Fait que c'est rarement le pédophile, là, l'image qu'on se fait, mais ça existe, mais c'est pas... C'est limité de penser que c'est juste ça. Puis là, tranquillement, c'est ça, on a commencé à aborder ça, puis je pense que le terme consentement, toutes les CALAX, on en a beaucoup, beaucoup parlé, mais là, on commence à en entendre plus parler. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand je travaillais au CALAX, on parlait du consentement libre et éclairé. Je suis partie dans un congé de maternité, puis en revenant, là, c'était consentement enthousiaste. Et récemment, j'ai vu aussi en continu. Ça, mettons que je vous explique un peu c'est quoi tout ça, là, parce que, tu sais, la notion de consentement, je pense qu'elle est simple et compliquée à la fois. Comme tu l'as dit, tu sais, on a-tu une bonne compréhension de c'est quoi la notion de consentement? Puis, tu sais, je pense qu'elle est simple dans l'idée qu'on comprend que la sexualité, c'est un partage, puis qu'on est dans une intimité, puis qu'on est à l'écoute de l'autre. Quand tu es à l'écoute de l'autre, tu t'en rends compte s'il aime ça ou il n'aime pas ça. Tu sais, on s'entend là-dessus. Fait que, tu sais, de cette perspective-là, c'est simple. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas toujours ça, puis qu'on est socialisé, puis qu'on a tous nos petits crunchs, qui fait qu'on n'a pas toujours un regard, tu sais, adéquat, ou un regard, je ne sais pas dire adéquat, mais un regard respectueux nécessairement dans nos relations. Fait que c'est comme ça qu'on est arrivé à vouloir vraiment bien le définir. Fait que c'est sûr qu'il y a l'âge de consentement, que c'est 16 ans l'âge de consentement. Si c'est avant 16 ans, il faut que le partenaire ait sensiblement les mêmes âges. Fait qu'il n'y a pas de notion de pouvoir. Pas de notion de pouvoir, genre exactement. Un coach, là, pour une jeune, c'est une notion de pouvoir, un enseignant. Un prof, ou c'est ça. Puis, il y a la notion de liberté. Donc, est-ce que je suis contrainte physiquement ou verbalement? Y a-t-il une menace, en fait? Est-ce qu'il me dit, si on n'a pas de relation sexuelle, je te quitte? Tu sais, ça, c'est une menace. Donc, le consentement n'est pas libre. Et la notion de éclairer. Est-ce que je suis en condition présentement pour donner un consentement éclairé? Si j'ai trop bu et que j'ai de la misère à m'habiller, mettre mon manteau ou tout ça, j'ai pas mon consentement ne peut pas être éclairé. Fait que ça, c'est ce qu'on a beaucoup entendu parler, ces deux termes-là. Et là, en revenant de mon congé de maternité, je vois le mot enthousiasme, et là, je me dis, tu sais, on était une couple à s'en parler, à se dire, ouais, mais là, s'il est libre, s'il est éclairé, il devrait être enthousiaste. Mais moi, je trouve ça beau parce qu'on est en train de dire socialement, de lancer un message socialement, de dire la sexualité peut être positive. Puis c'est ça que je trouve qui manque souvent quand on parle de sexualité aux femmes. Quand on parle de sexualité, tu sais, de façon générale, on va beaucoup parler
de la masturbation masculine. On ne parle pas de masturbation féminine, on ne va pas là-dedans. Puis, tu sais, les femmes, c'est la responsabilité. Puis, c'est comme quelque chose de dangereux, tu sais, c'est comme un terrain glissant. Puis, on oublie de nommer que la sexualité, elle peut être positive. Puis ça, c'est ça que je trouve qui est vraiment intéressant de l'ajout d'enthousiasme. Et continue, ben là, on est en train de dire que, une relation sexuelle, c'est pas juste la pénétration. Puis il y a différentes pratiques. Tu sais, ça, je pense que Geneviève peut en parler. Il y a différentes pratiques, puis il y a des pratiques que tu es à l'aise, puis il y a des pratiques que tu n'es pas à l'aise. Fait que dans une même séance, je ne sais pas si je peux dire ça, là, dans une même relation sexuelle, il peut y avoir différentes pratiques avec lesquelles tu n'es pas d'accord ou pas. Fait que c'est pour ça que là, je fais une grosse présentation de ce qu'est le consentement, mais finalement, si on revient à l'idée que c'est question de respect puis d'écoute de l'autre, c'est simple. Mais non, la sexualité de nos jours, ça, c'est une affaire, là. On en voit trop, partout, gratuit, tout le temps. Veux-tu que je te dise ce qui est le fun? S'imaginer, ferme tes yeux, là. Je ferai pas trop, là, je commence à... Arrête de vouloir performer et d'être le meilleur, là. Écoute, il y a un Schumacher puis il faisait de la course automobile, hein? Il faisait pas du cul, là, le gars, là, tu comprends? Aime, sois passionné, vois ça comme un buffet. Mange si tu peux te servir de la cuillère de service, mais demande, tu comprends? Ah non, j'étais un cochon. Je devrais m'engager, moi, me donner des cours de sexualité à l'école. Sais-tu qu'est-ce que je ferais? Je ferais rentrer un babouin par classe qui regarderait les gars dans les yeux. Ben bandé, un babouin bandé, qui regarde tout le monde dans les yeux. Puis je leur dirais, hein? Aimez-vous ça? Aimez-vous ça, l'insistance? Aimez-vous ça, le monde qui sont insistants, vous autres? Eh oui, je vais parler moins fort. Ils sont-tu fatigants? Ah, ça, 50 Shades of Grey, là. Ben, regarde, moi, j'ai rien contre ça. Ça, c'est une affaire, faut que un safe word. Là. Moi et ma blonde, on s'était donné 911 comme safe word. Quand j'ai crié 911, Siri, sur mon téléphone, elle a appelé le 911. Je sais pas si t'as déjà vu les policiers débarquer puis retrouver un homme strangulé comme un petit cochon, là. Elle m'a dit une affaire, c'était pas ma journée la plus glorieuse. La littérature est le miroir de l'âme humaine. Et puis, je pense qu'en littérature, on le voit quand même abondamment. Là, les exemples pleuvent là, de différents types de sexualité, mais encore qu'il y a une frontière particulière avec cette idée-là du fantasme, hein, qu'il faut faire attention à ne pas mélanger avec le réel nécessairement. Ouais, oui, la littérature est riche, puis c'est souvent un bon portrait de notre société. Après, il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs littératures, puis je pense que la littérature de masse, qui s'inscrit dans la culture très populaire, a beaucoup changé ces dernières années. Ça fait longtemps qu'il y a de la littérature érotique qui se publie. Souvent, on travaille avec les codes de notre génération, hein, mais des poèmes érotiques, on peut en retrouver au 16e siècle. Là. Puis, même dans la période médiévale, dans les farces, on avait, c'était peut-être plus pornographique qu'érotique, mais ça fait très, très longtemps que la sexualité est un des moteurs, je pense, de la littérature puis de l'art et de la culture. Ce que j'observe depuis que je suis bibliothécaire, parce que je ne suis pas sexologue, je ne suis pas un spécialiste, mais je vois passer énormément de livres. Ce que j'observe, c'est qu'on semble assister vraiment à une transformation de la place du livre érotique ou de la sexualité dans la fiction ces dernières années. Hein, depuis une dizaine d'années, là, on observe quand même un grand, grand changement, ce qui fait que ce qui était peut-être un peu tabou, un peu gênant de demander à notre libraire il y a 10 ans, aujourd'hui, est beaucoup plus accepté. On retrouve dans la plupart des librairies maintenant des sections sur la littérature érotique. Est-ce que 50 nuances de gris y est pour quelque chose? Oui. Ou ça sert vraiment à rien, ce livre-là? C'est ça. Si on fait une ligne du temps, je pense qu'on a un événement vraiment important dans la présence de la littérature érotique puis la démocratisation de l'accès. Mettons que ça devienne vraiment accessible à tout le monde. Je pense que c'est les 50 nuances de gris là, en 2012 qui est vraiment un point de bascule. Pourquoi? C'est pas le premier livre. Si on fait un petit topo, les nuances de gris, c'est le premier best-seller qui met en scène, en fait, dont le propos central
est une histoire d'amour, mais surtout des mises en scène de BDSM, donc de bondage puis de Ce qu'on appelle le sadomaso. Exactement. Exactement. Par contre, ce livre-là a été écrit en utilisant les codes du best-seller. Donc, on est comme à l'intersection de deux phénomènes. Ça fait un bout de temps, je pense que les éditeurs savent à peu près comment produire des best-sellers. Dis-moi pas qu'on a trouvé la recette magique enfin. Ben, en tout cas, on aura un petit peu de ci, un petit peu de ça. On aura sûrement l'occasion, mais on a ajouté dans cette alchimie-là un phénomène qui devenait très, très fort sur Internet, de fiction érotique, d'intérêt pour le BDSM. Puis, en fait, on a juste fusionné ça en un livre qui est devenu une trilogie. Il n'y a pas de profil type de lecteurs qui se sont intéressés à ce livre-là. Donc, vraiment, des hommes, des femmes de différents âges. Il y a des adolescents qui voulaient le lire. J'étais assez mal à l'aise qu'on l'a... En tout cas, à la bibliothèque, on ne l'a pas autorisé, mais ça l'a vraiment attiré l'attention. Pour la culture populaire, pour n'importe qui, c'était comme une espèce d'entrée furtive dans ce monde-là sans l'expérimenter par soi-même, puis d'aller un peu voir de quoi ça a l'air. Mais ça a été très critiqué par les gens qui sont adeptes de BDSM parce que c'est pas représentatif de ce qu'est la vraie culture BDSM. C'est ça, c'était romancé déjà. C'était romancé. C'est un roman, puis c'est très propre, hein? C'est pas particulièrement élevé, là, on s'entend. Mais ça dépend. En même temps, oui, ça dépend. Moi, à chaque fois que j'ouvrais la page, le livre, puis que je parcourais rapidement, à chaque fois, j'étais super mal à l'aise avec des éléments de violence, de domination, qui, oui, dans le monde du BDSM, sont très, très normés, je pense. Puis tu me corrigeras, mais tu sais, le consentement, c'est un contrat. C'est pas, je m'assure de notre interaction puis qu'elle te convient. C'est à l'avance. Donc, c'est très, très contractuel. Mais je trouvais que malgré cette idée du consentement, quelque part, on banalisait une petite violence avec laquelle j'étais super mal à l'aise. Puis ça a pris plusieurs semaines avant que je décide d'en acheter parce que je voyais l'ampleur du phénomène. Puis à un moment donné, il faut aussi répondre à la demande quand on voit que c'est la population en général qui s'y intéresse. Puis tu sais, la lecture puis le livre a ce pouvoir d'émulation. Il permet de faire vivre par procuration des vies autres que les nôtres. Partant de là, je pense que ça peut répondre à une saine curiosité, peut-être, une littérature comme celle-là, parce que, bon, moi, je suis pas un grand fan. J'ai essayé d'en lire un, puis ça m'a un peu tombé des mains, parce que, en fait, après Les nuances de gris, c'est décliné une panoplie invraisemblable d'autres séries qui tournent toujours sur cette relation homme riche, puissant et mystérieux, jeune ingénu, ne connaissant pas trop... le gars aussi, je pense. Mais ne connaissant pas trop la vie, attiré par l'homme avec se plaçant dans une position de soumission, avec toute une série de synonymes pour le mot pénis. C'est toujours ça. Le scénario est toujours à peu près le même. Je trouve ça intéressant que... c'est un sujet énorme, là, par contre, là, mais je veux dire, si on peut faire des parallèles, c'est pas la première fois dans l'histoire que la sexualité, à l'intérieur de la littérature, cause certains questionnements. Puis, il y a en ce moment, vu toute la conscience qu'on a maintenant de ce fameux plaisir partagé, quel regard est-ce qu'on peut avoir sur des œuvres classiques là, des romans érotiques? Bien, c'est sûr que moi, je suis pas spécialiste en livres, mais moi, j'aurais tendance à dire que la pornographie est tellement consommée présentement et par nos jeunes. Tu sais, il n'y a pas que les jeunes, là. Des fois, on parle de sexualité puis on pense qu'il faut protéger nos jeunes. Je pense qu'à tout âge, on a un questionnement à avoir sur notre sexualité, mais quand même. Fait que moi, je trouve que la pornographie est tellement présente que
moi, je serais beaucoup plus à est-ce que existe vraiment une littérature érotique féministe où on n'est pas dans des rapports inégalitaires, où on n'a pas que le mot pénis ou qu'on dit le mot vulve et vagin. Tu sais, moi, c'est ça tu sais, pour contrecarrer un peu tous les scénarios qui sont souvent stéréotypés et violents de la pornographie, là. Fait que, tu sais, c'est... Mais la pornographie, c'est un matériel érotique comme un autre, comme les livres, comme les audios, puis il y a de la pornographie féministe qui est comme développée de plus en plus, qui est faite puis produite par des femmes, puis il y a plus... Mais est-ce que les Mais au-delà de scénarios ça- sont encore... Tu sais, j'ai l'impression que même si c'est fait par et pour les femmes, on est encore dans des scénarios où la fille a dit non, puis si je la gosse, elle va finir par dire oui. Puis tu sais, j'ai l'impression qu'on... Mais ça dépend. Oui. Je connais pas tous les sites produits par femmes, mais il y en a que c'est vraiment pas dans cette domination-là, soumission, que c'est plus allié sur le réel, la communication, un peu justement le partage. Il y a plus de ça. Il y a des audios érotiques aussi qui vont stimuler plus l'imaginaire parce que il y a beaucoup d'auteurs qui disent que l'organe sexuel principal, c'est le cerveau et non les organes génitaux. Donc, de nourrir cet imaginaire-là. Fait que c'est sûr que la littérature, elle va aider à nourrir ces fantasmes-là. Ben, ce que je trouve intéressant avec la littérature, hein, je le disais tantôt, c'est bon, il y a un côté là, qui nous permet de vivre plusieurs vies. Puis, c'est drôle qu'on glisse vers la pornographie parce que moi, je me questionne encore à savoir si toute cette série de best-sellers BDSM sont pas justement de l'ordre un peu de la pornographie, puis qu'on n'entretient pas un rapport avec ces livres-là, comme si on cherchait les réponses à nos propres questionnements sur notre sexualité vers l'extérieur, donc dans cette œuvre-là. J'aimerais ça qu'on explore la sexualité féminine. Oui! Bizarrement. On a parlé de sexualité féministe. Oui. Je sais qu'il y a du monde qui sont un petit peu en train de prendre leur chaise de même, là. Ben, c'est correct. Je cause ça des fois. Bon, je cause ça des fois. Peux-tu nous vendre ça, la sexualité féministe? Ben oui. Ben là, je sais pas si j'aurais dit sexualité féministe. Il faudrait que je réfléchisse au terme. C'est dur maintenant, hein, Colin? Mais non, mais moi, je suis pour ça qu'on choisit ces bons termes dans la vie. Ouais. Fait que... mais, tu sais, moi, ce que je disais, mettons sexualité féminine. Okay. Partons de ça. C'est comme si notre héritage religieux, là, il était encore là, puis qu'il y a encore un dégoût où il y a quelque chose au niveau des organes génitaux qui est comme, OK, ça, c'est pour comme la procréation, ou, tu sais, il y a encore quelque chose mais qui pas est juste dans notre religieux, imaginaire. dans les cours de sciences, anatomiquement, quand on voit la photo de la vulve, c'est très minimaliste, c'est tout petit, c'est pas, y a pas de... ça dépasse pas, il n'y a pas trop de poils. Donc, même au niveau biologique, ce qu'on nous montre, c'est pas diversifié du tout. Non, c'est ça, les couleurs. Fait que, tu sais, je pense que ça devrait être beaucoup plus abordé. Je pense que la masturbation féminine, il faut que ça soit... Parce que c'est souvent vu comme une pratique, si on en parle, c'est vu comme une pratique... ça, c'est quand tu n'as pas de partenaire sexuel. C'est comme si c'était pas la même chose que la masturbation masculine où qu'on accepte que même si tu as un partenaire, ça va se passer. Mais c'est comme si la femme a un coup qu'elle a un chum là, ou un autre partenaire sexuel. Elle devrait être satisfaite. Puis rien c'est ça, elle est satisfaite, puis tout est beau. Puis c'est comme s'il n'y avait pas... Il n'y avait pas cet espace-là où on peut même en discuter entre amis. Je trouve que c'est encore un petit peu limité dans les discussions qu'on se permet d'aller. Puis il y a aussi une responsabilité. Tu sais, des fois, en couple, on peut dire, ben là, c'est à toi à te masturber, à te connaître, à savoir. Mais non, c'est aussi quelque chose de partagé ensemble. Tu sais, que dans la relation, c'est aussi d'essayer de vouloir comprendre le corps de l'autre, puis de vouloir... C'est pour ça que c'est pas des choses qu'on va voir dans la pornographie, puis que quand c'est le seul enseignement qu'on a, ben c'est limité parce que c'est tellement pas ça la vie, parce que chaque être humain est différent, puis qu'il faut qu'il y ait un partage, puis tu sais, j'ai tellement l'impression que c'est l'orgasme masculin, le plaisir masculin, puis la femme, on s'en occupe juste quand on a le temps. Il y a un livre qui a été publié, parce qu'on parle d'éducation depuis tantôt, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle Tout nu, qui a été publié l'année dernière aux éditions Somme Toute, qui est un dictionnaire qui vise les adolescents, justement, pour commencer à pallier peut-être des fois ce manque d'information ou à faire ce contrepoids de la surexposition d'une sexualité qui est peut-être pas
ta sexualité là, au travers des médias, de la culture puis de l'Internet. Puis c'est un livre, je pense qu'il faudrait retrouver dans toutes les maisons. C'est un livre Mais même comme essentiel. adulte, je recommanderais à des adultes de passer au travers. Puis, tu sais, je suis pas mal sûre qu'il y en aurait des apprentissages puis qu'il y aurait des choses qu'ils pourraient voir. T'amenais l'idée d'une sexualité, une sexualité pleine et vivante et youpi, yes, yeah. Ah, oui. Dis-moi donc, c'est quoi une sexualité de plaisir exactement? Une sexualité de plaisir, je pense que c'est quand on sort un peu de la performance. Quand on sort de qu'est-ce que je devrais faire, ou qu'est-ce que je devrais être, ou qu'est-ce que je devrais, puis qu'on est vraiment centré sur mes besoins, l'écoute de l'autre, puis qu'on a du fun, puis qu'on se prend pas trop la tête aussi avec, c'est ça, avec les injonctions qu'on peut sentir de l'extérieur. Puis je pense que c'est tellement un bel espace de partage. Tu sais, on le voit là, tu sais, au niveau de la détente qui se fait après, au niveau du partage. Je pense que c'est ça, tu sais, je trouve intéressant en tout cas qu'on l'aborde de même. C'est ça qu'il faut se ramener, c'est du plaisir, c'est d'expérimenter quelque chose. La sexualité, c'est pas un film porno qui est tout cadré, c'est expérimenter, c'est rire, c'est prendre des pauses parce que t'es essoufflé, tu sais, c'est le plaisir, c'est ça qui est... faut se ramener à ça. La sexualité, on nous l'a présenté comme un pinacle longtemps, mais c'est juste la rencontre entre deux personnes. Je suis issu de mon éducation, mais je regarde les générations qui poussent présentement, puis je pense qu'on est en train de construire un cadre dans lequel ils vont sûrement avoir plus d'outils pour s'épanouir sexuellement. Si on sait résister, peut-être, en contrepartie à ces modèles un peu toxiques qui souvent sont là pour nous vendre des produits. Fait que je pense qu'on a un peu une responsabilité de maintenir cet espace sécuritaire-là. Puis après ça, c'est juste un super beau terrain de jeu. Merci de nous avoir offert un orgasme télévisuel, mesdames et messieurs. À une prochaine fois. J'ai la chance d'avoir une vie sexuelle riche et épanouie, puisque je suis en couple. Salut chérie. Mais c'est pas nécessairement la même chose pour toi, non? Puisque t'es seule. Mais il y a quand même des façons, hein, parce que c'est quand même un besoin vital d'avoir une... C'est vital. Mais il y a manger, il y a dormir, puis il y a faire l'amour. Oui, absolument. Mais, tu sais, il y a des façons de faire. T'es pas obligé d'avoir toujours un partenaire, là. Il y a des vibromasseurs, là, tu dois connaître, là. Ah, tu utilises les vibromasseurs, t'es une consommatrice. Il y a personne. Ben oui. Puis, tu sais, les vibromasseurs, en fait, là, souvent, on garde ça secret, mais ça a quand même une histoire impressionnante. Tu savais, ça a été inventé par un médecin quand une femme avait des désirs. Oui, avait des désirs sexuels. On disait d'elle qu'elle était hystérique. Oui, les médecins, en fait, à l'époque, étaient tellement tannés d'appliquer le massage, comme ils l'appelaient. Puis, ça pouvait prendre des heures de massage avant qu'une femme se sente mieux. Ben oui. Mais le problème, c'est que les médecins se disaient d'eux d'être très fatigués à force de faire des massages comme ça. Puis même qu'il y a eu une époque où on a pensé que c'était une pandémie mondiale. Il y en avait partout. Toutes les femmes se disaient hystériques, qui étaient en couple, pas en couple. Il y avait plein de femmes qui plaidaient souffrir de ces problèmes-là. Ben oui. C'est là qu'on a inventé un des premiers prototypes qui était sur une table, une balle qui roulait, qu'on pouvait actionner grâce à un moteur au charbon. Puis ça massait comme ça avec la petite balle. Non, ben oui, une petite machine au charbon qui devait faire un bruit d'enfer aussi. C'est relaxant. Oui, très relaxant, mais c'est pour ça qu'on est très content d'avoir eu l'arrivée de l'électrification des batteries qui a permis à l'appareil d'être un petit peu plus petit, plus portatif. Il y a une ouverture plus grande maintenant à notre époque envers ce type de jeu sexuel-là. Oui, parce que même en couple, tu pourrais en intégrer, hein, tu sais. Ben oui. Puis ça nuirait pas non plus à vos rapports, là. Ça pourrait même les pimenter, comme on dit. Ça change pas de parler avec quelqu'un, de se coucher sur quelqu'un, de se serrer contre lui, mais ça fait ce que ça a à faire. Ben oui, c'est ça détend un vendredi soir avec des chandelles. Merci d'être avec moi puis d'en jaser. Ah, ça me fait Ça plaisir. fait du bien des fois de se confier. Ben oui.